Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM 20h. 21h comme du lundi au vendredi. On salue Bilal qui n'est pas avec nous ce soir, mais voilà, on va enchaîner avec mes consultants qui sont présents ce soir, en l'occurrence Abdel qui est avec moi. Comment ça va, Abdel ? Fait une émission ensemble avec toi en tant que présentateur, donc impatient qu'on puisse débuter avec un très joli programme. Juan José est avec nous également ce soir. Comment ça va, Juan José ? Hola, buenas tardes. Très bien. Content d'être là encore une semaine de plus, même si ça a été compliqué d'arriver jusqu'à la radio, parce que vous imaginez bien, les auditeurs, que nous, les animateurs et les journalistes de Beurre FM, on galère aussi pour arriver au boulot. Mais on est content d'être là avec vous à 20h. Bonne année à vous, Juan José et Abdel, sans oublier Anthony qui est avec nous également ce soir à la réalisation. Anthony, comment ça va ? Salut l'équipe, salut Claude, ça va ? Écoute, ça va très bien, ça va impeccable. Alors dis-moi, est-ce que tu m'entends dans le casque ? Dans le casque, je t'entends de loin, je t'entends assez bizarrement. Je t'entends dans une grande salle. C'est handicapant, et écoute, j'arrive, t'aider. Écoute, j'ai le gros générique qui est avec moi, mais c'est pas grave, on va continuer. Les auditeurs sont avec nous, sont à l'écoute ce soir. Au menu de ce Time Sport, bien sûr, on parlera du Paris Saint-Germain et donc de ce match qui a lieu donc en Arabie Saoudite, et notamment le duel entre Messi et CR7, peut-être le dernier, voilà, de leur longue carrière. On parlera des pépites du football, notamment avec Abdel, comme tous les jeudis soirs, si je me trompe pas. Exactement. Et puis le débat du jour, c'est Galtier est-il ambitieux pour la suite du Paris Saint-Germain, sans oublier notre invité que l'on va recevoir très incessamment sous peu, qui nous attend certainement. Il s'agit de notre combattant de MMA, Robin Desbiennes, avec nous pour la première fois sur Time Sport pour Beurre FM. Avant justement d'avoir notre invité, votre déjà ressenti sur ce match du Paris Saint-Germain. Alors on en a parlé un petit peu hier soir. Voilà, certains consultants étaient un peu partagés. Est-ce que c'était utile, par exemple, d'aller disputer un match de ce type, Abdel ? Alors, utile, je ne sais pas, mais je pense que avant tout, ça reste du marketing. On sait que les Qataris plus l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de marketing autour de tout ça. C'était une aubaine de voir Messi contre Cristiano Ronaldo peut-être une dernière fois, comme tu l'as dit. Honnêtement, le match n'était pas déplaisant à voir. C'était un match plutôt sympathique, on va dire. Il n'y avait pas énormément d'intensité, mais au moins on a vu des buts. Le match est toujours en cours. Il y a 5-3 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que ça a été l'occasion de revoir aussi des têtes qu'on a vu passer par l'Europe, notamment Gustavo, Talisca, Marega. Et du côté de Christophe Galtier, on a vu une équipe plutôt habituelle, avec des retours notamment de Sanchez de blessure. On a vu Nuno Mendes qui est entré en jeu. Donc à partir de là, voilà, c'était un match plutôt sympa, même si sur le papier on aurait pu penser que ça allait être un match déséquilibré. Ouais, on rappelle le PSG, comme tu as dit, Abdel, qui mène 5-3, on rentre dans les arrêts de jeu. Juan José. Alors, par rapport à la question que tu viens de lancer, alors, est-ce que c'est utile ce match ? Non, pas du tout, aucun intérêt. Est-ce que sportivement parlant, c'est utile ? Non, aucun intérêt. Après un mondial avec des joueurs fatigués, vous les faites voyager, vous les envoyez en Arabie Saoudite pour jouer un match sans aucun enjeu, avec le risque de blessure. En plus, au PSG, vous lui imposez quand même un détour d'à peine de moins de 24 heures à Doha pour voir les patrons du club. Non, sincèrement, je ne vois quel est l'intérêt ni sportif ni même financier de ce match, et voir un match entre copains qui vont tout simplement peut-être faire
faire grossir un tout petit peu plus son compte en banque. Non, je ne vois pas l'intérêt. Je te dis encore, sportivement parlant, en pleine compétition, après une nouvelle défaite du PSG, après des matchs des Coupes de France auxquels on vient d'assister, lancer l'équipe à quelques milliers de kilomètres à nouveau juste pour se faire mousser un peu, non, aucun intérêt. En tout cas, ceux qui sont présentés au stade ont pris du plaisir. Hein. Je rappelle donc les buteurs pour le Paris Saint-Germain: Messi, Marquinhos, Ramos, Mbappé sur penalty, Ekitike contre des buts de Cristiano Ronaldo doublé et Yang Yoon-so. Voilà, notre invité du soir. Time voilà. Sport. The Special One. The Special One. The Special One. Je ne dirais pas aussi bien avec l'accent anglais. On reçoit ce soir Romain Debienne, notre combattant MMA du soir. Bonsoir Romain. Bonsoir à vous. Merci en tout cas d'être présent pour la première fois, si je me trompe pas. Oui, c'est la première fois que je passe sur Beurre FM. Sur nos antennes. À la radio, dans une radio connue en général. Bah voilà, c'est une radio connue. Bienvenue. Voilà, bienvenue en tout cas. Romain, pour la première fois en radio, Bande FM, n'oubliez pas donc Time Sport, du lundi au vendredi, 20h, 21h. Alors Romain, vous êtes un combattant de MMA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours ? Moi j'ai commencé le MMA, c'est-à-dire sur le parcours. Alors on va parler sur le peut-être comment j'ai commencé le MMA, non ? Oui, allez-y Romain. Vous avez l'antenne. j'ai commencé. En fait j'avais eu une histoire au lycée et puis j'ai dû tomber dans une bagarre, j'ai dû me battre et puis j'ai vu que j'avais des qualités, peut-être des talents dans le combat et puis c'est comme ça. Après j'ai poussé les portes d'un club de MMA. C'était un sport qui était encore pas très connu en France, mais il y avait des petits clubs qui se sont créés. Moi, dans ma ville, il y avait un club. Donc, j'ai poussé les portes et voilà, j'ai commencé ce sport-là. Ok. Abdel, question ? Oui, Romain, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez pratiqué un autre sport avant de vous lancer dans le MMA ? Parce qu'on sait que c'est assez... Non, pas du tout. Moi, courant. je fais partie de la génération qui a commencé directement par le MMA. Et quelles sont vos actualités ? Est-ce que il y a un combat qui approche ? Où est-ce qu'on peut suivre vos affrontements, etc. Si vous pouvez nous en dire plus justement. Là, je combat justement là. Je fais mon 12e combat professionnel ce week-end au Zénith de Paris. Donc à Hexagone MMA 6. Et est-ce que c'est un accomplissement pour vous de participer à cet événement au Zénith de Paris, ou est-ce que c'est une simple continuité ? Comment vous voyez la chose avant d'entrer dans la cage ? Non, je pense que c'est une continuité. Là, on est sur 3 victoires consécutives. Donc là, j'ai gagné 2 ceintures cette année avec mon coach. Donc c'est une continuité. Mais c'est aussi quelque chose de grandiose, quoi, parce qu'on fait une pesée dans une salle très connue, le Grand Rex. C'est derrière le lendemain au combat au Zénith. Donc c'est des lieux mythiques un peu à Paris. Donc forcément, ça met toujours un peu d'engouement, mais ça reste dans la continuité, on va dire. Vos objectifs, on va dire, à court, moyen et long terme dans cette discipline avec les échéances qui arrivent justement. Non, mais je vais vous dire franchement, je me mets pas de limite, mais par contre, je pense au combat par combat. C'est-à-dire, je vais pas me dire, allez, encore 2 combats, je vais à l'UFC, encore. Non, je suis pas comme ça. Moi, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, et puis l'évolution, elle se fait comme ça, hein, step by step, et non pas vouloir tout de suite les grands orgas. Peut-être le Bellator en mai, si on gagne ce week-end, je sais pas, il y a plein de possibilités. Après, d'abord le combat de ce week-end, et après on verra. Comment on se prépare justement à un tel événement ? Comment s'est passée déjà votre préparation ? Est-ce qu'elle a été un peu différente ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre routine pour aborder un combat comme ça dans la préparation ? Non, après là, on a commencé la préparation. On a commencé la préparation au milieu de décembre. Donc moi, je pars m'entraîner à Paris, à Vitry-sur-Seine. Je faisais à peu près, 3-4 entraînements d'MMA par semaine, et je complémentais avec la préparation physique. Et début janvier, on est parti faire un camp d'entraînement en Bulgarie à Sofia. Et à partir de ce moment-là, oui, là c'était beaucoup plus intensif. On était à 2 entraînements, le matin MMA, l'après-midi boxe, des fois le lendemain lutte. Et c'était vraiment sur 7 jours complets pour vraiment pousser le corps à fond. Et après, je suis revenu à Paris, on a réenchaîné avec des entraînements, et là on a relâché pour la dernière semaine, quoi, un petit peu. J'ai fait un dernier entraînement lundi, et puis relâchement du corps. Bonsoir Romain, j'ai une question. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à un entraînement militaire, un peu commando ?
Non, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir. Dans quel sens, commando Bah, tout ce qui est lutte, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait à Sofia, tout ce que vous avez fait en fait. Bah, c'est-à-dire c'est pas comparable, non, et que je peux, non, rien à voir. Est-ce qu'il y a une différence déjà peut-être entre les entraînements que vous avez vus lors du camp en Bulgarie et ce que vous faites actuellement dans votre routine quotidienne ici en France? Oui, bah c'est surtout l'intensité. Après, il y avait beaucoup de sparring bulgare, donc c'était un peu plus costaud. Puisqu'il y avait beaucoup plus de mecs pour tourner, et puis c'était un peu plus intensif quand même, et puis on était surtout dans une bulle, dans un autre pays, concentré sur l'entraînement. C'était entraînement le matin, on allait dormir, on mangeait, on dormait, et on reprenait un entraînement l'après-midi. C'était assez éprouvant, mais c'est fait exprès, c'est pour pousser le corps un peu dans ses limites, quoi. Donc la fatigue, forcément, il y avait beaucoup de fatigue à un moment, et puis des fois on récupérait. Enfin, tout est fait en sorte pour qu'on soit vraiment au top après, dès qu'on sort de ces 7 jours de camp. Est-ce que vous avez... alors c'est vrai que comme vous l'avez dit, vous êtes tout de suite mis dans le MMA, ce sport de combat. Est-ce que d'autres disciplines auraient pu vous intéresser? Oui, je pense qu'après je pourrais t'amener. J'aimerais bien faire de la boxe anglaise, peut-être après, je passerai directement en pro, parce que je pense que j'ai une bonne anglaise, donc pourquoi pas faire un peu de boxe anglaise, du bark knuckle, ça m'intéresse, mais bon, je veux pas trop m'éparpiller non plus. Oui, même du pied-point, je pourrais en faire, mais là j'ai un des meilleurs entraîneurs en France et tout. Dans ma carrière MMA, tout se passe bien, donc je préfère continuer encore sur les combats MMA et pas faire autre chose pour se blesser et puis être prêt derrière pour des combats, les combats MMA. Donc oui, j'aimerais bien, mais pas pour l'instant. Pas pour le moment. Dans votre jeunesse, est-ce que d'autres disciplines peut-être vous intéressez, ou tout de suite vous étiez axé combat, axé bagarre, comme dans la cour de récréation? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais pas du tout dans les sports de combat. J'étais plutôt quelqu'un de calme, un peu rigolo, tout ça, mais pas trop dans les sports de combat. Et puis c'est venu voilà quoi, c'est venu avec quelques histoires, et puis et je me suis mis tout de suite dedans. Mais non, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout dedans. Ok, mais rassurez-nous, vous êtes quand même rigolo malgré votre carrière aujourd'hui. Il faut l'être, hein. Non, mais je suis quelqu'un de simple, dans la vie de tous les jours. J'aime la vie en général. Oui, non, mais on est des gens cool, hein. Faut pas avoir cet aspect. Je pense que pendant une période, après là, ça va mieux parce que c'est médiatisé, les gens le voient, mais il y a une période où les gens pensaient que c'était des mecs qui se tapaient. Enfin bref, mauvaise image, quoi. Oui. Justement, on en est où au niveau de l'image aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que les mentalités sont en train de changer, ou on reste encore avec ces stéréotypes? Non, je pense que le stéréotype commence à se finir. Après, il y a encore des gens qui pensent peut-être que c'est de la bagarre, mais non, maintenant non, ça a été médiatisé. Il y a des événements à la Carrotel Arena, là c'est au Zénith, il y a beaucoup de stars qui viennent, il y a des gens de tout âge. Je veux dire, ça commence à être vraiment. Après, pour certaines personnes, oui, ça reste de la violence. Mais même pour nous, des fois, c'est quand même violent, mais ça reste de la violence codifiée et avec beaucoup de respect et beaucoup de valeur derrière. Ok. Romain, merci en tout cas pour votre première en radio, pour la première fois donc sur notre émission de Time Sport sur Beurre FM. On vous souhaite écoutez, le meilleur pour la suite de votre carrière. Ouais, pour ce week-end, déjà, ça sera bon courage à vous. Bon courage, Romain, en tout cas. Hein. Merci bien, pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Merci, bon courage pour ce week-end, Romain. Merci, à bientôt, merci. Bientôt, au revoir. Allez, on se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM avec Abdel, Juan José, Anthony. Malgré les difficultés de transport, on a pu être là en tout cas ce soir pour vous faire donc partager cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM. On embrasse Bilal bien sûr qui n'est pas là ce soir. Allez, on passe à la suite. Time Sport. Les pourparlers. Les pourparlers, Christophe Galtier qui vient de s'imposer avec le Paris Saint-Germain en match amical contre la sélection alors on dit Al Hilal Al Nasser sur le score de 5-3. Juan José nous disait que bon voilà, c'était un match qui servait pas trop à grand chose. Abdel qui a trouvé ça plutôt sympathique.
Qu'est-ce qu'on attend de ce Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison? Le PSG qui est longtemps resté invaincu, Abdelrahman Rossé, qui reste sur 2 défaites face, attention aussi, de bonnes équipes du championnat, mais 2 défaites quand même. Ça faisait un moment, ça. Hein. Ouais, c'est vrai que ça faisait un moment. Ce qu'on attend de la part de Galtier, c'est un peu plus de personnalité, en tout cas dans le jeu, comme on en a parlé énormément autour de la table. Ce qu'il caractérisait avant, c'est qu'il avait un style de jeu un peu propre à lui, qu'on n'arrive pas à voir depuis son intronisation. On l'a vu en début de saison, mais force est de constater que ça n'a pas duré plus que lorsqu'il a fallu gagner des matchs et que fallait que les individualités brillent. On n'a plus du tout fait attention au collectif, et ça, je pense que ça a été une erreur de sa part. Il a fait un peu comme tous les autres. Donc à partir de là, voilà, on attend qu'il montre un peu plus de caractère et de personnalité, qu'il tienne vraiment cette équipe, même si on sait que c'est difficile, mais on nous avait pourtant parlé de choses qui allaient changer à l'intersaison, et force est de constater que si on fait le bilan après la phase aller plus les premiers tours de Ligue des Champions, ça n'a pas été le cas. Juan José. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre qu'est-ce qu'on peut attendre du PSG? Mais je pense que d'abord va falloir peut-être laisser la parole à notre invité qui est loin et qui va nous parler du PSG qu'il a vu ce soir. Après, je me permettrai d'être beaucoup plus critique avec le PSG que ne le sera peut-être ce soir Nasser, qui nous appelle de l'Arabie Saoudite, puisque lui, exactement, il est allé voir ce match pour Beurre FM. Exactement, donc on est avec Nasser, notre cher consultant, qui lui, en tout cas, est sur place. Il fait pas semblant, Nasser. Bonsoir, Nasser. Oui, bonsoir à tous. Merci. Effectivement, c'était une super soirée. On a vu beaucoup de buts, comme je l'avais dit dans notre émission hier. Il fallait venir à l'heure. Et puis, c'est vrai qu'il y a des enseignements à tirer. Et puis, bon, on a vu quand même Christophe Galtier rentrer au vestiaire la tête basse. Alors, pour des raisons que j'ignore encore, mais on le saura tout à l'heure lors de la conférence de presse. Pour le moment, les 2 équipes sont sur la pelouse. Elles vont pas tarder à rentrer au vestiaire. Je suis dans le couloir actuellement en attente d'une réaction d'un des joueurs. Mais je peux vous dire qu'ici, effectivement, ça a été quand même la fête. On a vu 9 buts, même si, c'est vrai, le score était avec 4 buts concédés pour le Paris Saint-Germain. Il y a encore du travail du côté du Paris Saint-Germain. Et Nasser, bonsoir. Déjà, bravo pour cette couverture, on va dire. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement justement du PSG? Est-ce qu'on a vu des joueurs qui étaient en confiance, qui étaient plus relâchés? Est-ce qu'on a vu des joueurs crispés, qui étaient pas forcément contents d'être là? Comment toi tu as vécu un peu l'atmosphère tout proche de cette équipe parisienne? Non, il y avait une très bonne ambiance qui régnait. Il y a une équipe qui est concernée. Ils ont une mission, ils le savent. C'est dans quelques semaines du côté de Munich. Et c'est vrai que ce mini-tour dans le golfe Persique leur fait du bien à la tête, même si effectivement il y a eu, comme je vous l'ai dit, Abdel, il y a eu des buts concédés. Il faudra encore travailler pour éviter de prendre des buts et retravailler au niveau défensif. Mais après, il y a aussi quand même le petit hic du côté de Neymar quand il rate son penalty. Voilà, il y a ce gros problème encore à régler, des petites choses à régler. Mais j'ai confiance en cette équipe parisienne. Ils ont produit un football sympa quand même, dans une belle ambiance, 65 000 spectateurs. C'était vraiment sympa ce soir. C'est pas rien, 65 000 spectateurs au stade. Comment ? C'est pas rien, 65 000 spectateurs quand même pour un match amical. Eh ben exactement, c'était même plus qu'un match amical. Cristiano Ronaldo, lui, il est venu en compétiteur. Luis Gustavo, tous les joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde étaient là. Je peux vous dire que franchement, et puis Christophe Galtier a mis son équipe type dès le coup d'envoi. Donc c'était pris au sérieux, et je pense que dans les prochaines années, ce Riyad Season Tour aura son effet. Je pense déjà qu'il y a eu beaucoup de médias accrédités ici. Des journalistes espagnols sont près de moi, ESPN, etc. Il y a beaucoup de monde à travers le monde qui viennent ce soir du côté de Riyad, et c'était quand même la capitale du football au niveau mondial. Nasser, est-ce que vous allez peut-être essayer de nous avoir quelques joueurs là d'ici sur l'émission ou pas?
Bah écoutez, là je suis dans le couloir, je suis en attente que les joueurs regagnent le vestiaire pour essayer d'avoir de toute façon des réactions, etc. Je peux vous dire par exemple que j'ai rencontré Francesco Totti tout à l'heure, lui était très sympathique et agréable, a pu donner quelques mots, alors que bon, on avait Thierry Henry qui lui n'a pas voulu répondre à Beurre FM Time Sport. Je tenais à le souligner. On est ici dans une ambiance, j'allais dire sympathique, et malheureusement il y en a qui malheureusement ne jouent pas le jeu, mais on va tout faire quand même pour avoir des réactions. Merci Nasser, on reste de toute façon on reste en contact avec toi, il y a pas de souci. Puis moi, Francesco Totti, la légende italienne qui n'a évolué que dans un seul club, Nasser, l'AS Roma. Exactement, et c'est un joueur mythique aussi qu'on rencontre, et généralement les joueurs comme ça ont toujours la classe, comme Zidane, comme Benzema, comme plein de grands joueurs, ils ont toujours le petit mot, alors que bon ben il y en a d'autres, je sais pas, ils ont peut-être pas le temps, mais en tout cas c'est vrai que ici on a passé une excellente soirée, c'est le plus important, et puis on a vu 9 buts, et ça Time Sport a pas fait le voyage pour rien ce soir, c'est le plus important, et bien sûr je vais vous faire partager tout ça quand les joueurs vont rentrer, avec bien sûr les conférences de presse, Christophe Galtier et puis Gallardo du côté de Al Riyad Al Nasser, puisque c'est un mixte des deux. En tout cas, je salue tout le monde autour du plateau, et puis j'embrasse tous nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent ce soir en France et dans la Marne. En tout cas, Nasser, on te salue, on te remercie. J'en rappelle quand même un des consultants, un des nouveaux consultants de Beurre FM, mais voilà, qui a eu le cran de se retrouver pour ce match amical entre cette sélection, Nasser et le Paris Saint-Germain. Par contre, Christophe Galtier fera grise mine quand même de prendre 4 buts, même si c'est un match amical, non? Ah ben exactement. Et je peux vous dire qu'il est sorti du stade et je lui ai parlé. Il m'a dit on se voit après parce qu'il était furieux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais le savoir tout à l'heure. Mais je peux vous dire qu'il il a monté les escaliers très rapidement. Il n'a pas pu malheureusement me faire un bisou comme il le fait au quotidien. Malheureusement, il est rentré au vestiaire et ça n'a pas pu se faire comme d'habitude, quoi. Voilà, tout simplement. Désolé parce que j'ai la sécurité qui me demande de regagner la salle et je tenais à vous remercier tous et je vous dis à tout à l'heure. Ici du côté de Riyad, dans cette très belle ambiance du Royaume d'Arabie Saoudite. Écoute Nasser, tu es en priorité, c'est-à-dire que lorsque tu arrives à avoir un joueur ou autre, bah voilà, tu nous sollicites et puis on te met en direct avec nous, Nasser, il y a pas de problème. Oui, et à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure Nasser. Allez, on passe tout de suite au débat des socios. Time Sport. La parole des socios. La parole des socios. Alors, juste un petit mot par rapport à ce qu'a dit Nasser. Ben pour moi c'est important que lorsqu'on prend 4 buts face à une équipe mixée, surtout à même pas un mois de jouer le Bayern, et que vu les performances récentes, on soit un petit peu énervé. Je pense que il devrait même casser le vestiaire, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce match il est amical peut-être en tribune, mais sur le terrain il aurait pas dû être plus amical que ça, même si les joueurs ont peur de se blesser et tout. Il y a quand même à un moment donné du caractère à avoir, faut faire preuve aussi de jouer le jeu à fond. Et ce qui m'embête le plus, c'est que il y a des joueurs, on sait, au Paris Saint-Germain, qui répondront présent le jour J, même si on n'est pas seulement fort individuellement. Mais d'un autre côté, il y en a qui sont en train de creuser un peu leur tombe, qui ne mettent pas les ingrédients qu'il faut pour gagner leur place. Et malheureusement, je pense que Christophe Galtier est en train d'ouvrir les yeux sur peut-être l'immunité qu'il a mis à certains joueurs. Je fais notamment, je cible notamment au milieu de terrain avec Fabian Ruiz, avec Vitinha qui avait un totem d'immunité qui pour moi était illogique. Et aujourd'hui, voilà, ils ont pas marqué de points non plus. Et je trouve qu'un mec, même si Renato Sanchez est souvent blessé, aujourd'hui a beaucoup plus marqué de points qu'eux, même si c'est dans une rencontre encore plus qu'amicale. Ouais, c'est pas forcément de bon augure si Renato Sanchez, qui est souvent blessé, marque des points, Abdel. Ouais, c'est clair que c'est pas du tout de bonne facture. Et surtout, on sait que dans le football, le milieu de terrain est la zone peut-être la plus importante pour gagner un match. Et quand tu sais que tu vas affronter le Bayern avec logiquement Goretzka, Joshua Kimmich
et Moussiala dans l'entrejeu, et que tu te fais malmener la semaine dernière par un 2004 et un 2005 au Stade Rennais, t'es pas du tout sur la bonne voie, et je pense qu'il va falloir resserrer les vis très rapidement à l'entraînement. Les pépites du football d'Abdel 2004-2005. Juan José. Oui, non, après avoir écouté Nasser, je retiens qu'en fait, il confirme mon avis sur le peu ou le nul intérêt de ce match, et c'est que quand il nous dit que c'était un match fort sympathique. Oui, mais un match fort sympathique, on va pas à l'autre bout du monde pour le jouer. C'est vrai que ce match avait beaucoup d'intérêt, mais plutôt sportif. Le fait que le PSG gagne en Arabie Saoudite n'est pas anodin. Il fallait gagner. Imaginez si en plus il perd face à une sélection des deux clubs d'Arabie Saoudite. Politiquement, ça aurait été très mal vu du côté du Qatar, mais au-delà de ça, il n'y avait aucun intérêt dans ce match. Alors vous faites référence justement à les 4 buts marqués, mais ça reste un match entre copains, et ça reste ça. Il ne faut pas tenir rigueur aux joueurs justement de faire attention, de ne pas se blesser, de ne pas trop se fatiguer, parce que vous l'avez rappelé, et Abdel l'a rappelé, dans quelques jours, dans à peine 2 semaines, il va falloir affronter le Bayern de Munich, il va falloir jouer un vrai match, un vrai championnat, c'est la Champions League, et tout ça avec cette épée des Damocles qui est sur la tête du PSG, qui après sa 12e défaite en Ligue 1 voit comment ses poursuivants se rapprochent petit à petit de lui. Donc le PSG va falloir mettre les bouchées doubles. Vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut attendre du PSG, mais on attend la même chose qu'on attendait au début de saison, c'est une équipe qui aille gagner la Champions League. Tout ce qui n'est pas gagné la Champions League ne serait pas du tout une victoire, ça serait vraiment une méperformance du PSG, et c'est pour ça que quand on demande si Galtier voit grand pour le PSG ou voit loin pour le PSG, oui, forcément, il est payé pour ça. Quand vous avez Mbappé, Neymar, Messi, Ramos, Donnarumma, quand vous avez tous les joueurs du PSG, vous ne pouvez voir qu'être très loin, et donc très loin c'est la Champions League. C'est pour ça que encore ces matchs, c'est fort sympathique et c'est très bien peut-être pour la diplomatie entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais au-delà de ça, l'intérêt sportif il est nul, l'intérêt pour les clubs en tant que tel et pour les supporters, il est beaucoup plus limité. Vous les sentez en danger le Paris Saint-Germain ou pas ? Oui, pour moi, je les sens un petit peu en danger, parce que on parle des défaites. Alors certes, c'est face à des bonnes équipes, mais pour moi, je le répète depuis un moment, mais les matchs contre Strasbourg, Angers, avant-dernier, dernier, plus le match contre Châteauroux en Coupe de France qui est en national, et même si tu fais tourner, ils sont pas beaucoup mieux que les défaites. Donc c'est des victoires très poussives à l'arraché. Moi, ce qui me dérange avec le PSG, c'est pas forcément qu'on dise à chaque fois c'est les mêmes débats. Oui, la Ligue 1, elle fait pas travailler le PSG, etc. pour les grandes échéances. Déjà, eux-mêmes, on les voit pas vouloir mettre entre guillemets à l'amende leur adversaire. L'intensité, tu penses qu'il y a un manque d'intensité? Il y a un manque d'intensité. Dans les transmissions, c'est trop lent. Pour moi, on sait très bien que des joueurs comme Neymar, Messi, un peu moins Mbappé, vont aimanter les ballons. Et je trouve qu'à chaque fois, il y a trop de joueurs autour, comme s'il n'y avait pas de compréhension de jeu, que tout le monde est en grappe au lieu d'occuper d'autres espaces. Je pense que potentiellement, le fait, il y a un joueur qui manque énormément aussi. Je pense que on n'en parle pas assez. Nuno Mendes, qui fait vraiment beaucoup de bien sur son couloir, en train d'attaquer vraiment les espaces, qui est un merveilleux contre-attaquant et qui permet aussi à Mbappé de rentrer dans l'axe, donc avoir aussi plus de possibilités, plus de densité quand il faut des centres. Et je pense qu'il nous a manqué aujourd'hui. Il fait son retour, et je pense que quand même c'est un élément essentiel, même si on le met pas toujours en avant. Alors moi je vous invite à regarder un peu plus loin que l'Hexagone quand même, pour tempérer un peu parfois les critiques, même si je suis très critique par rapport à d'autres aspects du PSG. La deuxième défaite du PSG, elle n'est pas terrible en soi. Vous regardez du côté de l'Angleterre, Arsenal a perdu un match et Manchester en a perdu 3. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment feu dans la demeure. Du côté de l'Italie, Naples a perdu un match, Milan 2. Du côté de l'Espagne, 1 pour le Barça, 2 pour le Real. Donc le PSG, comme les autres grands clubs européens, à ces niveaux-là. Là où effectivement le bas blesse, c'est que
on est en train de ressentir, et je pense qu'on ne le dit pas assez, on l'a beaucoup dit avant le mondial, mais on ne le dit pas assez aujourd'hui, c'est qu'on est en train de ressentir justement le passage du mondial. On ne savait pas du tout comment les joueurs allaient arriver au mondial, mais surtout on ne savait pas du tout comment est-ce qu'on allait les récupérer. La deuxième défaite de Madrid, la deuxième défaite du PSG, celle de City, et elles arrivent toutes après le mondial, avec des joueurs qui sont fatigués, avec certains joueurs qui n'ont pas encore repris la compétition parce qu'ils sont arrivés un tout petit peu blessés, et avec des joueurs type Neymar qui sont complètement ailleurs et qui n'ont pas revenu du mondial. Ils sont complètement ailleurs. Donc là, on est en train, les grands clubs européens qui ont fourni beaucoup des joueurs au mondial sont en train effectivement de ressentir cet après-mondial, et on ne connaissait pas comment ça allait se passer après, vous le savez bien. Ça se terminait au mois de juillet, ils avaient grosso modo un mois de vacances, ils revenaient à la compétition et petit à petit, ils rentraient dans la compétition avec un nouveau championnat. Mais là, c'est pas du tout le cas, il faut reprendre derrière, et autant ils ont peut-être joué trop, autant aussi du côté des petites écuries, que ce soit dans n'importe quel championnat, ont passé un mois et demi à s'entraîner, à se reposer, et qui sont beaucoup mieux préparés aujourd'hui. Donc, la deuxième défaite, c'est pas du tout inquiétant. Je pense qu'à la fin de saison, le PSG va encore dérouler et s'imposer assez facilement devant les autres. Peut-être pas à 10 points, mais peut-être à 4, à 5 ou à 6. Mais il va s'imposer facilement. La question reste de toute façon la même. L'objectif du PSG, c'est la Champions League. Tout ce qui n'est pas gagné la Champions League serait forcément une mésaventure très dure pour l'équipe parisienne. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas le schéma de Christophe Galtier qui s'essouffle à chaque fois en deuxième partie de saison, avec Nice l'année dernière, Nice qui était quand même deuxième de Ligue 1 avant la trêve l'année dernière, après avoir passé les vacances de Noël, l'effectif et le schéma tactique n'étaient plus trop là. Avec Lille, il y a eu le même problème. Est-ce que c'est pas un moment où le schéma, il s'essouffle, il n'arrive pas à retrouver des joueurs performants? Je ne le pense pas, parce que d'ailleurs il y a un premier constat, c'est qu'ils n'avaient pas le même effectif. Alors on peut parler de schéma, écoutez, le schéma tactique des différents clubs, les grands clubs européens, ça peut changer. On peut passer du 4-3-3 au 4-4-2, et ça peut changer constamment, avec des joueurs sur les côtés ou pas sur les côtés, avec des latéraux qui montent ou qui montent pas. Donc le problème, je ne pense pas que ça soit le schéma tactique, c'est l'engagement des joueurs après un mondial, c'est l'engagement des joueurs dans une Liga qui pour eux est gagnée, et les gagner au début de saison déjà. Donc je pense que c'est surtout ça, cette façon de pouvoir se concentrer. Alors je vous fais remarquer quand même que dans les grands championnats, vous avez toujours 2, voire 3, voire 4 clubs capables de gagner le championnat national. Real, Barça du côté de l'Espagne, parfois avec l'Atlético ou parfois avec Séville. Vous avez Milan, vous avez la Juventus, voire Naples cette saison, qui sont capables de gagner. Ou l'Inter de Milan. Vous regardez du côté de l'Allemagne, vous avez la même chose. Je ne vous dis pas si vous regardez du côté de l'Angleterre, où vous avez toujours 4 équipes capables de gagner. Mais le problème, c'est que quand vous êtes joueur du PSG, vous savez que vous avez gagné la Coupe de France, vous allez gagner les championnats, et votre seul objectif, c'est la Champions League. Et donc, il y a un manque d'engagement des joueurs vis-à-vis des autres championnats. Mais parce que je trouve encore aujourd'hui qu'en France, là, vous parlez il y a quelques années qu'en Espagne, il y avait 2 championnats, d'un côté le Barça et le Real, et d'un autre côté le reste. Mais la preuve est que là où il y a vraiment 2 championnats, c'est 19 équipes d'un côté et puis le PSG de l'autre. Donc c'est le manque d'engagement et pas le schéma tactique, parce que forcément, ni à Lille ni à Nice, il avait le même effectif. Abdel? Franchement, c'est assez compliqué en fait au PSG. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on a le sentiment que ça se... Oui, ça se rebondir sur ce que ça se répète, quel que soit en fait le technicien que l'on a sur le banc. Alors déjà, oui, je pense que c'est pas quelque chose qui est propre au coach, mais c'est quelque chose qui est propre à l'environnement. À l'environnement et au PSG. On sait que ce n'est pas facile d'entraîner là-bas. Maintenant, je le répète, ça fait peut-être 2 semaines, mais
Christophe Galtier arrivait avec beaucoup d'ambition, avec le fait de considérer tout le monde à la même enseigne. Et justement, avant qu'on prenne Nasser, je disais que à un moment donné, on essayait de produire du jeu. Il y avait une petite patte qui était en train de s'instaurer. Et quand le PSG était un peu plus dans le dur et qu'il a fallu faire appel à ses individualités pour gagner les matchs, et ben les joueurs qui étaient un petit peu à la création, ceux qui étaient un peu reculés sur le terrain, je pense notamment à des mecs comme Vitinha, même des mecs comme Danilo, etc. Ils ont été un peu moins mis en avant, par le coach, et on est rentré dans un système classique au PSG, à savoir graisser la patte aux stars, parce que c'est eux qui te permettent de gagner des matchs, c'est eux aussi qui te permettent de répondre à ton employeur de tes résultats. Et au final, au lieu de créer une équipe justement qui monte en puissance et entre guillemets réduire l'écart entre ces têtes d'affiche et les joueurs justement qui sont un peu plus complémentaires, et ben au final tu laisses le fossé se creuser. Moi, il y a des joueurs comme Vitinha que je ne reconnais pas, pourtant qui avait fait une arrivée plutôt correcte, des joueurs comme Fabian Ruiz dont je n'a pas eu beaucoup d'opportunités non plus. Hein. Ouais, mais dont je ne comprends pas forcément son arrivée au PSG, dans le sens où on sait que le Napoli était un club qui garde ses joueurs. De Laurentiis est vraiment très à cheval sur ça. Comment De Laurentiis laisserait partir un joueur s'il est tellement performant? Il y a des questions aussi à se poser sur les joueurs qui ont été pris, parce qu'on nous a fait une colonie espagnole. On a vu Sarabia qui a fait aussi 4 mois, qui repart directement. Je pense que il n'y a pas eu il y a eu des bons choix, mais d'autres qui sont encore assez discutables. Et c'est un peu dérangeant, parce que c'est toujours la même chose, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit aussi chez les jeunes. Donc voilà, toujours les mêmes réflexions. Merci Abdel. Sur ce que tu viens de dire, tu as raison. Mais il y a une explication quand même. Alors tu laisses partir, Valence laisse partir Carlos Soler. Et pourquoi Carlos Soler part? Tout simplement parce qu'il y a une question. Et parce que lui, il a préféré être remplaçant chez le PSG qu'est titulaire chez Valence. Mais ça, c'est un choix sportif, chacun fait ce qu'il veut. Alors, tu parles du cas Sarabia, qui est vraiment emblématique. Sarabia, qui vous le ramenez depuis Séville, il fait une saison correcte, il ne joue pas beaucoup, il est prêté quand même au Portugal, au Sporting de Portugal. Oui, il sort d'une grosse saison d'ailleurs. Il fait une super grosse saison quand il quitte le Sporting, parce que le PSG le réclame. Le PSG veut qu'il revienne du côté du PSG parce qu'il voulait rester. J'ai les dernières images des Sarabia quand il termine son match, les stades debout, et lui en train de pleurer sur le terrain parce qu'il voulait pas partir. Et là, 4 mois après, et tu as raison, vous le laissez partir à nouveau. Écoutez, tant mieux pour Lopetegui, hein, je crois qu'il est content. Mais là, il y a un problème aussi des gestions des hommes du côté du PSG. Merci Juan José, on se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Vamos, on se retrouve pour la 3e partie de Time Sport sur Beurre FM avec Anthony à la réalisation, toujours aussi efficace. Juan José avec moi, Abdel. Tout de suite, on passe aux pépites du football. Time Sport. La formation d'Abdel. La formation d'Abdel. Abdel. Oui, bonsoir Claude, bonsoir à tout le monde encore une fois. Ce soir, on va présenter Georges Ilenikena, né en 2006, attaquant de pointe, gaucher, qui évolue du côté d'Amiens. Alors, c'est un joueur qui monte les échelons petit à petit. Pour rappel, quand tu es né en 2006, normalement, tu évolues en U17 national. Lui, il est déjà surclassé avec les U19, avec qui il a marqué 9 buts en 5 matchs. Puis, il a grimpé en N3 au cours de la saison, où il a inscrit 6 buts en 6 matchs. Et là, depuis 2 semaines, il évolue dans le groupe pro. C'est U17. U17 normalement. Il évolue déjà donc en Ligue 2. Il a fait sa première apparition le 10 janvier face à Guingamp. 3 jours après, il rentre une nouvelle fois en jeu face à Bordeaux. Et là, surprise, il égalise et inscrit son premier but en professionnel avec Amiens. Alors, pour parler un peu de ses qualités, il a un sens du but inné. Il flaire vraiment les bons coups. Devant le but, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une gâchette. Il loupe très peu, il a une efficacité maximum. Il est vraiment adroit et c'est ce qui lui permet de se différencier et aujourd'hui d'être, comme on le disait tout à l'heure, un joueur U17 qui joue directement avec les professionnels. Et c'est un attaquant, vrai attaquant, dans le sens où
dès qu'il a une demi-occasion, il la met au fond. Et je pense que c'est ce qu'on demande aussi aux joueurs dans ce compartiment de jeu-là. Il se déplace souvent dans les bonnes zones. Ce que je veux dire, c'est que c'est une de ses forces parce qu'il est capable de se faire oublier, de disparaître et au final de ressortir un peu de nulle part et dans le bon espace et au bon endroit justement pour surprendre un peu ses adversaires. C'est un joueur qui est assez complet. Il a un très bon pied gauche, pardon. Il frappe assez fort. Il a également un bon jeu de tête. Alors, il fait 1m85 déjà à son âge, mais il a un bon timing. C'est pas seulement le fait qu'il soit grand qui lui permet d'avoir cette efficacité, notamment dans le jeu aérien. Et voilà, c'est un joueur aussi qui est assez rapide, entre guillemets. Il attaque bien les espaces, il attaque bien la profondeur. Et il se projette rapidement vers l'avant. Ça veut dire qu'il a de la variété dans son jeu. On est capable de le trouver dans la surface, on est capable de le trouver un peu lancé. Et c'est un joueur qui participe de plus en plus au jeu. On pouvait le voir un peu moins auparavant, mais c'est un joueur qui vient justement participer au jeu, aider un petit peu ses partenaires à la construction. Et c'est assez surprenant qu'il l'ait pas fait avant parce que c'est un joueur qui voit souvent ce que les autres ne voient pas et il a une capacité à prendre la bonne décision assez rapidement. Et je trouve que voilà, c'est un joueur qui fait aussi les bons choix avec le ballon. Quand il faut la donner, il faut la donner. Quand il faut la garder un petit peu et temporiser, il le fait aussi. Mentalement, on sait que c'est des joueurs qui sont très jeunes. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à le présenter parce que je voulais le faire. Je voulais pas, mais dû au fait qu'il soit 2006, je voulais pas non plus trop le mettre en avant rapidement. Mais avec l'entourage, voilà, j'ai eu des échanges. Et c'est un joueur qui est vraiment focus sur son futur métier, on va dire, parce qu'il est encore très jeune, mais il commence à prendre du galon et il est confiant. Il a une très grosse confiance en lui. Il ne doute pas. Et c'est quelqu'un aussi qui est à l'écoute. Ça veut dire que il est très surprenant. Il y a des coachs qui l'ont vu, notamment Philippe Hichberger, qui est le coach de la Ligue 2, qui a été impressionné par lui lors des différentes séances. Maintenant, voilà, comme tout jeune, bien sûr, il y a toujours des points à travailler. Alors, bien évidemment, je pense que c'est son rôle un peu en pivot qui peut être intéressant parce qu'il a quand même un bon gabarit, 1m85 pour 80 kilos. Beau bébé. Je pense que, oui, beau bébé. Et je pense que surtout, il peut justement faire du bien aussi à ses coéquipiers en point d'appui pour que ceux qui sont un peu plus rapides aussi attaquent l'espace. Et il doit aussi, je pense, progresser sur le repli défensif. On sait que pour les attaquants, c'est pas la première chose, mais on dit aussi que ton premier défenseur, c'est ton premier attaquant. Mais tu peux ne pas défendre quand t'es avec ta catégorie d'âge ou jusqu'en N3 parce qu'on sait que c'est beaucoup de jeunes qui jouent et que forcément quand tu fais gagner les matchs et que t'es au-dessus du lot. Mais quand tu arrives et que tu es le petit jeune, c'est important aussi de montrer que tu as envie, que tu as faim, parce que aussi tu prends la place d'un mec qui est expérimenté. Et il n'y a pas que l'aspect offensif, qui doit te mettre en avant. C'est aussi ta capacité à te mettre au diapason dans un monde adulte. Et voilà, Georges Ilenikena qui évolue à Amiens. Et on peut le suivre du côté du stade de la Licorne avec la Ligue 2. Et je pense qu'on le verra encore plus régulièrement sur la deuxième partie de saison. Abdel, on peut rappeler Amiens, gros centre de formation quand même. On n'en parle pas souvent, mais ils en sortent des joueurs. Hein. Amiens, gros centre de formation qui avait connu un petit peu des trous d'air, on va dire. Et depuis quelques années, ils reprennent un petit peu là où ils s'étaient arrêtés. Et les joueurs comme Georges qu'on vient de présenter ou même d'autres ont été suivis déjà par de grosses écuries allemandes. Donc c'est une grosse force aussi pour Amiens de pouvoir le garder. Ça veut dire que il y a quand même un projet outre que le sport, même s'il joue déjà en Ligue 2 autour, notamment éducatif, qui est important, qui plaît aussi aux familles. Et je pense que voilà, c'est un super joueur en tout cas que j'ai présenté ce soir et j'estime que faudra le suivre encore plus dans la deuxième partie saison parce que voilà, c'est un joueur qui vraiment fait mal. On pourrait croire que c'est un pur neuf, mais en réalité, il est très complet dans tous les aspects du jeu. Pour terminer, Abdel, sur cette pépite, il te ferait penser à quel joueur je sais souvent on dit qu'on n'aime pas trop les comparaisons, mais quel profil de joueur il ressemblerait? Franchement, c'est un joueur qui est assez puissant, gaucher. Comme ça, on pourrait dire un peu Lukaku parce qu'il est assez mobile. Après, je suis pas pour en général donner
une comparaison, mais là d'instinct, c'est le joueur qui viendrait parce que assez mobile, capable d'être assez puissant, bon pied gauche, qui marque pas mal de buts aussi et qui participe. Donc à partir de là, voilà, c'est peut-être le joueur auquel il me ferait penser si tu me demandes une comparaison, Claude. Ok, merci Abdel. Merci à tous. Tout de suite, on passe au mode pressing. Time Sport, le mode pressing. Le mode pressing, les amis, Abdel, Juan José, c'est le grand soir pour la NBA. Voilà, on l'attendait. À la Cora Arena, juste à côté d'ici. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, Anthony? Tu nous as l'air d'être au taquet là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un beau match de NBA qui a été délocalisé en France entre les Chicago Red Bull. On va essayer de le faire à l'anglaise, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est un beau match qui a été délocalisé. J'ai vu des photos, j'en profite, de l'intérieur de l'enceinte sportive où vraiment c'était un très beau parquet avec un beau logo de la Tour Eiffel qui a été mis là-bas sur ce magnifique parquet où les deux équipes vont s'affronter d'ici quelques minutes. Après voilà, je pense que c'est un match assez palpitant, tendu pour tous les férus de basket. Et puis pour les anciens comme moi j'ai je sais pas vous, Abdel, t'étais peut-être jeune, Juan José, j'ai grandi moi avec les Chicago Bulls, quand même 6 fois champion de NBA face à Détroit, de piston, 3 fois champion, donc voilà, ça nous moi j'étais plutôt Lakers, donc plutôt Lakers, voilà, donc années 80-90. Ce qui était normal parce que dans les années 90, il n'y avait pas des joueurs en NBA et donc il n'y a pas Gasol qui a débarqué chez les Lakers et donc forcément tous les Espagnols, nous avions les yeux rivés sur Los Angeles. Et alors c'est un match très intéressant au-delà de l'affiche. C'est le fait qu'il soit délocalisé quand on sait qu'il y a de plus en plus de joueurs français aussi qui vont en NBA. Et donc c'est vraiment une promo pour le basket français assez intéressant et assez important. Ce qui est dommage, par contre, c'est que ce type des promos n'a pas trouvé des succès dans d'autres sports. Exactement. Alors je pense d'un côté au match de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue qui avait été délocalisée dans d'autres stades, ouais. Voilà, dans d'autres stades à l'étranger, etc. On a eu une tentative à un moment donné de délocaliser un Real Barça aux États-Unis, mais les supporters espagnols ont dit qu'il était hors des questions et les clubs ont dit qu'il était hors des questions qu'on ait joué un match comme ça aux États-Unis. Mais c'est vrai que la culture sportive américaine et l'européenne n'est pas du tout la même. On n'a pas du tout, entre guillemets, les mêmes valeurs au niveau entreprise, et donc il y a un facteur financier qui est assez important pour la NBA, et donc ce facteur financier explique aussi le fait qu'on ait donc ce soir les Pistons de Détroit et les Chicago Bulls. Mais je trouve qu'effectivement c'est quand même une politique à suivre pour un certain nombre de sports. Et le premier pays bénéficiaire, c'est forcément la France et le basket français, et qui va avoir l'opportunité, ceux qui sont, comme disait Anthony, juste à côté, à applaudir ces monstres de la NBA. Et il faut bien profiter du fait qu'ils sont là. C'est vrai qu'il y a l'air quand même d'avoir une super ambiance, et peut-être ce coup de projecteur qui va valoriser les délocalisations de tous ces événements sportifs. On sait que les Américains ont un peu des fois de mépris par rapport à, pas aux Français, mais par rapport à la culture de vouloir mettre un peu le basket en avant avec la NBA. Mais je pense que on fait au fur et à mesure des petits matchs comme ça, justement pour grossir la chose, parce que quand on regarde un petit peu les classements aujourd'hui, Détroit c'est dernier de conférence Est et Chicago c'est 10e de conférence Est, donc c'est peut-être pas les équipes les plus hautes du panier, mais au final pour avoir une organisation et tout, et que ça se pérennise et qu'on puisse avoir les grandes stars, pourquoi pas très prochainement Curry ou encore les LeBron James, pour que ce soit un événement régulier. Je pense qu'on a besoin toujours d'avoir pas des sparring partners, mais d'envoyer un peu au fur et à mesure.
En tout cas, c'est la deuxième année que ça se réalise. L'année dernière, ça a été plutôt une réussite. Et je pense que jamais les Américains, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pourparlers entre tous ces clubs et entre tous ces joueurs, jamais la NBA n'aurait accepté de faire encore un autre événement si ça s'était mal passé. Donc voilà, c'est aussi intéressant, mais il faudrait que au fur et à mesure, même si on sait que le basket est à connotation américaine, il faudrait aussi qu'on mette peut-être un peu plus de projecteurs sur ce qui est la Pro A entre autres, mais voilà, on va faire étape par étape et je pense que ça reste un bon événement dans une bonne salle qui est Bercy, qui est réputée pour recevoir de gros événements français en tout cas. Donc déjà ça montre que il y a une envie de faire les choses en grand. Vous connaissez les prix des places ou pas pour cette rencontre? Ça doit tourner autour de 300 €, non? 1000. Entre 220 et 1888 €. Voilà. Ouais. Il y a quelques années, quand j'étais jeune journaliste sportif, très jeune journaliste sportif, j'avais commenté les matchs de la NBA pour la télé française. Donc, je commentais les résumés des 3 minutes qu'on faisait sur la NBA, ce qui m'a permis effectivement de voir quelques matchs de la NBA et même de voir donc des équipes à l'époque qui venaient en promo justement à Bercy. Ouais, chez les Chicago Bulls, c'est la 3e fois qu'ils viennent en France. Merci Abdel, merci Juan Claude, José, merci à tous. D'avoir été présent malgré la difficulté d'aujourd'hui due à la grève. Courage aux grévistes. Qui a marqué bien sûr l'Hexagone. Merci à toi Anthony. Merci à Nasser et c'est également qui nous a fait un retour du match du PSG face All Star de l'Arabie Saoudite. On se retrouve nous demain pour un nouveau Time Sport sur Beurre FM 20h-21h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.